Bonjour à toi, cher spectateur. The Boy 2 ou La malédiction de Brahms de William Brent Bell. Le résumé pour faire simple, Jude est un jeune garçon qui a connu un traumatisme fort, l'amenant à devenir muet lorsqu'il assista impuissant à un cambriolage et à ce qui a failli coûter la vie à sa mère. Pour faire face à cela, Sean, son père, décide de l'emmener lui et sa mère à la campagne pour changer d'air. Bon, non, plus sérieusement. Euh... J'en parle vraiment parce que j'ai annoncé le comparatif qu'il y aurait avec Invisible Man, parce que sinon, il y avait des films bien plus intéressants qui sortaient cette semaine. C'est une suite qui n'a aucun intérêt. Et on pourrait en parler pendant des heures, mais je résumerai ça simplement à cette idée de base. Ceux qui ont vu The Boy, le premier, vont dès le début se poser des questions quant à l'intérêt de cette œuvre. Et même moi qui ai détesté The Boy, je comprends pas comment ils ont pu en arriver à cette idée-là. On spoilera ça très légèrement dans la partie scénario, enfin, mais je comprends pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour se dire que ça serait logique de construire un récit de cette manière-là et surtout de développer une malédiction sur un truc qui dans le premier était traité de manière réaliste. Et déjà quand c'était réaliste, c'était pas bon, mais alors là, avec du fantastique, ça marche encore moins bien. Pour autant, c'est du même niveau que le premier. C'est-à-dire, c'est juste mauvais. C'est pas non plus la purge de l'année, mais c'est juste mauvais. C'est vraiment, vraiment mauvais. Ça n'a que très peu d'intérêt. Et encore, quand je dis intérêt, je devrais plutôt dire que il y a une base de thématique intéressante et elle est mal exploitée par un réalisateur et une scénariste qui ne savent pas du tout comment faire avec leur film. Certaines suites n'ont aucun sens dans ma tête. Pas forcément parce qu'elles semblent inutiles, mais simplement parce qu'elles n'ont aucun but en tant que suite si tout a été dit dans le premier. Je pense comme ça à La Dame en Noir 2, qui en est un bon exemple, ou même à Hollow Man 2, ces deux films ne développant rien autour du mythe, rien de plus qui n'a été dit dans le premier en tout cas. Et dans le genre donc, la suite du succès un peu surprise du précédent métrage de William Brent Bell n'a toujours aucun sens pour moi. Et même pire, le cinéaste américain ne parvenant même pas à corriger certains points et se payant même le luxe d'être tout aussi mauvais que son grand frère, proposant une histoire vague, une mise en scène ridicule et une forme qui rappelle que nous avons tout de même le réalisateur de Stay Alive et Devil Inside aux commandes de ce projet. En termes d'écriture, donc c'est toujours Stacy Menier qui s'est occupé de composer avec les personnages qu'elle avait développés dans le premier. C'est bizarre en fait parce que comment dire, pour faire simple, on a un film qui choisit donc d'être une suite tout en mettant un peu de côté la base même et le fondement du mythe que la scénariste a mis en place dans le premier. Donc développement une autre mythologie. Donc sur le papier, moi j'aurais trouvé ça plutôt intéressant de carrément renommer le truc et d'en faire, si ce n'est un reboot, un truc à la Mad Max. Genre vraiment, là c'est complètement fumé ce que je balance, mais faire une complète réinterprétation du personnage pour réussir du coup à rendre l'histoire crédible. Or, ici ça fonctionne pas parce que du coup on crée une nouvelle mythologie autour d'un personnage qui du coup est vide. Et en plus de ça, on y colle une famille qui, sur le papier, aurait pu avoir un vrai intérêt. Et quand je parle de vrai intérêt, je parle qu'on est sur un film qui parle donc d'un enfant qui est devenu mutique suite à un événement qui l'a traumatisé et d'une mère qui a failli mourir en voulant protéger son fils. Tu poses ça, honnêtement, moi je suis emballé. J'ai envie de me dire, ce genre de thématique, ça peut créer des choses très intéressantes. Et le problème, c'est que le film ne va jamais dans la direction qu'on pourrait attendre. Je vous donne un ordre d'idée très simple. Pourquoi la mère, par exemple, n'aurait pas pu essayer de projeter dans la poupée, elle, ses traumas personnels? Et du coup, pouvoir potentiellement mettre en place quelque chose de réellement intéressant. Parce qu'on aurait peut-être eu une connexion entre la mère et la poupée, plutôt qu'entre le fils et la poupée, ce qui donne lieu littéralement à aucune réflexion. Ça n'amène aucune profondeur et ça ne cherche jamais à créer de l'intensité. C'est juste là comme pour absolument vouloir amener de l'horreur. Mais du coup, derrière, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune passion pour une mythologie. Encore une fois, c'est bête parce qu'ils veulent créer un lien avec le premier sans réussir à le faire correctement. Et du coup, ils défoncent toute l'idée de base du premier. Donc, premier, attention, je spoil la fin du premier, qui révélait donc que la poupée n'était pas possédée, mais en fait qu'il y avait un garçon
Donc le fameux Brahms qui s'amusait à bouger des choses et donc il n'y avait pas de malédiction, c'était juste un truc très réaliste. Ce que t'as envie de dire, pourquoi pas, mais moi à l'époque je trouvais ça nul parce que j'avais envie d'avoir du fantastique. Et là c'est l'inverse. C'est complètement fantastique, la poupée elle est complètement possédée. Et donc du coup il n'y a plus de logique en fait. Eh bien, on en est toujours au même point pour Stacy Meunier, la jeune auteure ayant créé le personnage ne cherchant toujours pas à étoffer son univers, et cherchant simplement à placer des histoires un peu aléatoires autour de son protagoniste, ne créant jamais la dite malédiction du titre, pourtant intéressante sur le papier. Mais non. Aucune profondeur n'est amenée au passé de Brahms, et encore une fois, je pense que cela est simplement dû à un vrai manque indéniable d'investissement non seulement de la part de l'auteur, mais surtout parce qu'elle ne semble jamais chercher plus que cela à créer une vraie origin story, en espérant qu'elle comprenne que son personnage n'aura d'intérêt qu'au sein d'un préquel. En termes de mise en scène, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi dès le premier, il y a vraiment des gens qui sont venus et qui ont essayé de défendre le travail de William Brent-Bell. C'est pas un bon metteur en scène, William Brent-Bell. C'est comme les gens qui vont me sortir que John R. Leonetti, c'est un metteur en scène qui a une patte. William Brent-Bell, c'est le mec qui a fait Stay Alive et The Devil Inside. Et John R. Leonetti, c'est le mec qui a fait Mortal Kombat, Annihilation et Annabelle premier du nom. On est sur deux mecs, je fais beaucoup de parallèles entre deux parce que pour moi ils symbolisent vraiment deux metteurs en scène qui sont des pieds pour savoir mettre en scène leur film de manière correcte et qui du coup n'arrivent pas à construire une scénographie qui soit intelligente. Et le pire, c'est que dans les deux, John R. Leonetti, au moins, il a un travail de directeur de la photographie, donc sur le papier, il devrait savoir comment gérer son image. William Brent-Bell, lui, en tant que metteur en scène, il fait juste le strict minimum. Et quand je dis le strict minimum, c'est-à-dire que niveau tension, c'est constamment, on tire sur la corde, de manière un peu ridicule. Je pense d'ailleurs à cette séquence qui est en milieu de film qu'on nous montre dans la bande-annonce, où il va se disputer avec un de ses cousins, où franchement, la séquence est pas loin d'être à mourir de rire, tellement il essaye de nous créer une tension qui dure 5 minutes, alors que dès le début, on sait très bien comment ça va se terminer. C'est juste dommage en fait de confier encore des films à des mecs comme ça qui ne savent pas du tout comment exploiter, juste parce que soi-disant le film a été un peu rentable. Je veux dire, il a coûté 10 millions de dollars, il en a rapporté 74 à l'international, c'est quand même pas un énorme carton et il y a des suites qui ne se font pas sur certains films qui sont beaucoup plus rentables que ça. Par exemple Mad Max Fury Road. Encore une fois, Brent-Bell ne cherche jamais à construire une vraie horreur qui prenne possession de son cadre, et du coup se contente simplement de mettre en scène des jumpscares, le pire étant que même dans la toute première scène du film, il en place un, espérant créer un parallèle avec la scène qui suit, mais cela sonne presque comme de la parodie. Que ce soit ça ou son jeu avec la poupée, il est évident que le metteur en scène ne cherche jamais plus que cela à développer une vraie scénographie basée sur une peur habitant l'esprit du spectateur, mais simplement une peur tellement présente dans le cadre que derrière, en se remémorant le film, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent. En termes de casting, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Alors déjà, je tiens à saluer Owen Yeoman, qui littéralement est le sosie low cost de Matthew McConaughey, en termes de physique, c'est assez saisissant et ça m'a marqué dès les premières minutes du film. Christopher Convery est pas trop mal dans le rôle de Judy. C'est peut-être le seul qui arrive à peu près bien s'en sortir au sein de tout le casting, parce que derrière, le reste, c'est... Je dirais pas lamentable, mais c'est assez nul. Je trouve que Ralph Ineson est pas trop mal non plus, mais trop sous-exploité pour réellement qualifier son interprétation de marquante. Et sur la fin, il est à la limite de la caricature, donc c'est un peu dommage parce que ça foire tout le reste de son jeu. Et je sais pas quoi dire sur l'actrice principale parce que je vois plein de gens la défendre et dire que c'est le meilleur point du film. Je vois même pas en quoi elle essaye de sauver le film, elle, de son côté. Déjà que la pauvre Lauren Cohan n'avait rien à donner pour sauver le film en 2016, Katie Holmes est encore plus dans la misère, l'actrice n'étant déjà pas forcément très douée et délivrant ici une prestation constamment dans la caricature, en tout cas pour moi. Au bout du compte, The Boy, la malédiction de Brahms, fuyez, pauvre fou, vraiment. Si vous avez envie de voir ce film à la place de Invisible Man cette semaine, je sais pas quoi vous dire, mais vraiment fuyez. Si jamais vous avez envie de voir ce film, fuyez le plus loin possible. Ça n'a aucun intérêt, ça fait pas du tout peur, les jumpscares sont visibles à 10 km. Et honnêtement, quand le film commence depuis 1 minute et que tu as déjà un jumpscare qui pue littéralement en une fraction de seconde, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs. Vraiment, changer de salle à ce moment-là. Il est encore temps, le film ne sera commencé que depuis 3 minutes. Donc fuyez si jamais vous arrivez à cette scène-là. Mais en tout cas, The Boy 2 ou La malédiction de Brahms de William Brent-Bell, non, c'est un non catégorique. A plus.